les roues de la diligence s'arrêtèrent dans un tourbillon de poussière et de déception, abandonnant une femme qui avait parcouru 500 km pour un mensonge. Clara Whitmore se tenait sur la plateforme de bois craquelé de la gare de Millfield, son corps robuste enveloppé dans une robe de voyage brune usée, son cœur cognant contre ses côtes comme un oiseau en cage désespéré de liberté. La campagne wyomingienne s'étendait devant elle en vagues infinies d'herbes dorées et de promesses brisées. Et quelque part au loin, les pleurs d'un bébé transperçaient l'air de l'après-midi comme une lame à travers la soie. Elle serrait la lettre dans sa main gantée. La lettre qui l'avait amenée ici, qui avait rempli ses nuits de rêve d'une cuisine à elle, du rire d'enfant résonnant dans une vraie maison au lieu de la succession interminable de pensions et de murmures cruels qui l'avaient suivi à travers 3 États. La lettre de Samuel Crawford, éleveur et veuf, cherchant une cuisinière et une gouvernante pour sa ferme isolée. Il n'avait jamais demandé son apparence. Elle n'avait jamais révélé la vérité qui l'aurait fait fuir avant qu'il n'ait fini de lire son écriture soignée. Les autres passagers s'étaient déjà dispersés comme des feuilles dans le vent d'automne, réclamés par des familles en attente, emportés dans des calèches, absorbés dans le tissu de cette ville frontière. Mais Clara restait abandonnée sur la plateforme avec son coffre abîmé et la certitude croissante que Samuel Crawford l'avait vue et avait décidé que certaines promesses ne valaient pas la peine d'être tenues. Elle n'était pas la créature mince et délicate qu'il avait imaginée. Elle était faite pour le travail, pas pour le désir, large d'épaules et généreuse de forme, avec des mains qui avaient pétri 10 000 pains et des bras qui avaient porté des seaux d'eau depuis ses 12 ans. Le chef de gare, un homme maigre aux yeux suspicieux, s'approcha d'un pas prudent, comme quelqu'un qui apporte de mauvaises nouvelles. « Madame, je crains qu'il n'y ait eu un contretemps. Monsieur Crawford présente ses regrets, mais le poste est pourvu. » Sa voix sonnait creux, comme un mensonge répété. La gorge de Clara se serra, mais elle garda le menton haut. Elle avait entendu des variantes de ce rejet auparavant, quoique jamais après un si long voyage. « Je vois. Pourriez-vous m'indiquer la pension la plus proche ?» Sa voix resta stable, ne trahissant rien de l'orage qui grondait sous son extérieur composé. « Eh bien, madame, il n'y en a pas exactement, c'est-à-dire ?» Le chef de gare se dandina, mal à l'aise, jetant un regard vers la poussière qui retombait là où la calèche de Crawford avait disparu. Il a mentionné une urgence médicale. Son bébé est tombé malade subitement, un bébé. Les pleurs qu'elle avait entendus quelques instants plus tôt. Les instincts maternels de Clara, aiguisés par des années à s'occuper des enfants des autres, s'éveillèrent comme des braises touchées par le vent. « À quel point est-il malade ?» demanda-t-elle, sa voix plus tranchante, coupant à travers les convenances. Le visage du chef de gare s'assombrit. « Très malade, d'après ce que j'ai compris, fièvre et tout. Le docteur est parti pour Cheyenne pour une semaine au moins. » Il s'arrêta, étudiant le visage de Clara avec une attention nouvelle. « Vous ne connaîtriez pas, par hasard, quelque chose aux soins des petits malades, n'est-ce pas ?» Le cœur de Clara battait la chamade. C'était sa chance. Pas celle dont elle avait rêvé, mais peut-être celle dont elle avait besoin. « J'ai mis au monde 3 bébés et soigné une douzaine à travers toutes les fièvres connues de la médecine de frontière, dit-elle calmement. S'il y a un enfant qui souffre, les sentiments de Monsieur Crawford sur mon apparence peuvent attendre. » Le chef de gare hocha lentement la tête, une lueur de respect dans ses traits burinés. « Je suppose que oui. Sa ferme est à 3 km au nord, après le moulin avant cassé. Suivez le lit du ruisseau quand la route bifurque. » Tandis que Clara hissait son coffre sur la charrette louée qui l'emmènerait vers un avenir incertain, elle murmura une prière à tous les anges qui veillaient sur les femmes désespérées et les bébés malades. Elle n'était le premier choix de personne, le rêve de personne. Mais parfois, quand le monde devenait assez sombre, même des mains indésirables pouvaient devenir exactement ce dont on avait besoin. La charrette s'ébranla, la portant vers la ferme de Samuel Crawford, vers les pleurs désespérés d'un bébé, vers une chance de prouver que la valeur ne se mesurait pas en taille de robe ou en proposition de mariage. Dans son sac de voyage, avec ses couteaux de cuisine et ses herbes précieuses, elle portait l'espoir têtu que parfois les moins désirés pouvaient devenir les plus nécessaires. Aujourd'hui, elle découvrirait si la miséricorde avait de la place pour les indésirés. La maison de la ferme Crawford se tapissait contre l'horizon comme un animal blessé, ses planches usées grises d'âge et de négligence. La charrette de Clara s'arrêta devant un porche qui s'affaissait sous le poids de trop d'hivers rudes. Et elle comprit immédiatement pourquoi Samuel Crawford pouvait avoir besoin d'aide. Ce n'était pas l'exploitation prospère qu'elle avait imaginée à partir de ces lettres soigneusement rédigées. C'était un homme qui tenait à peine, luttant une bataille perdue contre la nature sauvage et son propre chagrin. Les pleurs du bébé l'atteignirent avant même qu'elle ne descende de la charrette, aiguë et désespérée,
le son que chaque femme reconnaît comme celui d'un enfant en détresse. Clara paya rapidement le conducteur, ses mains déjà impatientes d'entrer pour évaluer la situation. Elle avait appris depuis longtemps que quand les bébés pleuraient ainsi, le temps n'était pas un luxe dont quiconque disposait. Elle frappa une fois à la porte, attendit exactement 3 secondes, puis la poussa. « Monsieur Crawford, je suis Clara Whitmore. Je crois que vous avez besoin d'aide. » La scène à l'intérieur la figea sur place. La pièce principale était le chaos. Vaisselle éparpillée sur une table de bois brut. Vêtements de bébé drapés sur des chaises pour sécher. Fournitures médicales étalées sur toutes les surfaces dans l'arrangement désespéré de quelqu'un qui en savait juste assez pour être dangereux. Et au centre de tout cela, arpentant comme un loup en cage, se tenait Samuel Crawford lui-même. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait. L'homme qui avait écrit ces lettres mesurées et prudentes était grand et mince, avec des cheveux noirs qui n'avaient pas vu de coupe descendre depuis des semaines, et des yeux de la couleur des nuages d'orage. Ses manches étaient retroussées, son gilet déboutonné, et il y avait une sauvagerie dans ses mouvements qui parlait d'un homme poussé au-delà de ses limites. Quand il la vit, il s'arrêta net, son regard la balayant avec l'évaluation désespérée de quelqu'un qui saisirait n'importe quelle bouée. « Vous n'êtes pas. » commença-t-il, puis il s'arrêta, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. L'agence disait qu'ils envoyaient quelqu'un de plus jeune, de plus joli, quelqu'un qui correspondait à l'image que vous aviez en tête, termina Clara calmement, posant son sac et ôtant ses gants avec les gestes efficaces d'une femme prête au travail. Je l'imagine. Mais ce que vous avez en ce moment, c'est un bébé malade et une femme qui a mis au monde plus d'enfants que vous n'avez vu d'hiver. Alors la question n'est pas de savoir si je suis ce que vous avez commandé, monsieur Crawford. La question est de savoir si vous voulez perdre du temps à parler de mon apparence pendant que votre enfant souffre. La bouche de Samuel s'ouvrit, puis se ferma. Les pleurs du bébé s'intensifièrent depuis une pièce plus profonde de la maison, et Clara vit quelque chose s'effondrer sur son visage. Le dernier semblant de contrôle, le mur final entre le désespoir et l'aveu du besoin. « Il est malade depuis 3 jours, dit Samuel doucement, sa voix rauque d'épuisement. Fièvre. Ne prend pas de nourriture. Pleure comme si quelque chose se brisait en lui. Le docteur Peterson a été appelé à Cheyenne pour une opération d'urgence. Il ne reviendra pas avant une semaine au moins. Madame Hendricks de la ville aidait, mais son propre petit-fils est tombé malade. » Et Clara se dirigeait déjà vers le son des pleurs, son esprit pratique cataloguant les symptômes et les possibilités. Quelle est la hauteur de la fièvre? Garde-t-il les liquides? Quand a-t-il mouillé sa couche pour la dernière fois? Les questions fusaient comme des flèches tandis qu'elle suivait les hurlements jusqu'à une petite chambre à l'arrière de la maison. Le bébé gisait dans un berceau de bois brut que Samuel avait manifestement construit lui-même, son petit visage rouge de fièvre, son poing minuscule serré de détresse. Le cœur de Clara se serra alors qu'elle s'agenouillait près du berceau, ses mains expérimentées déjà tendues pour évaluer la température, vérifier les signes de déshydratation, palper les gonflements révélateurs qui pourraient indiquer une maladie grave. « Doux garçon » murmura-t-elle, sa voix prenant la douceur apaisante qui avait calmé d'innombrables enfants effrayés. « Qu'est-ce qui te contrarie tant, hein ?» Ses doigts trouvèrent son pouls, rapides mais forts, et vérifièrent sa respiration. Chaud, mais pas dangereusement. Estomac dérangé, probablement, peut-être des dents qui percent tôt. Samuel planait derrière elle comme une ombre anxieuse. J'ai tout essayé. Des compresses fraîches, le tonique de la ville, même essayé de lui faire avaler du lait, mais il refuse. Les hommes, dit Clara avec une exaspération douce, retroussant déjà ses manches. Vous combattez les symptômes au lieu de la cause. Ce petit n'a pas besoin de tonique. Il a besoin de réconfort et du bon soin. Elle se tourna pour lui faire face, et pour la première fois depuis son arrivée, elle le vit la regarder vraiment. Pas sa taille ou ses traits ordinaires, mais les mains capables, la confiance calme, la compétence indubitable de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Pouvez-vous l'aider? La question sortit brute, dépouillée d'orgueil ou de prétention. Clara sourit pour la première fois depuis qu'elle était descendue de la diligence. Monsieur Crawford, j'ai autrefois soigné cet enfant à travers la scarlatine au milieu d'une tempête de neige avec rien que des herbes sauvages et de la détermination. Votre garçon a un peu de colique et probablement un dérangement d'estomac. Donnez-moi 1 heure et je l'aurai endormi comme un ange. Elle se tourna vers le bébé, ses mains déjà en mouvement avec une efficacité pratiquée. Mais d'abord, mettez de l'eau à chauffer. Trouvez-moi les chiffons les plus propres que vous avez, et si vous avez du fenouil ou de la camomille dans votre cuisine, apportez-les-moi.
Pouvez-vous faire cela? Samuel hocha la tête, le soulagement inondant ses traits comme l'aube après une longue nuit. Tandis qu'il se précipitait pour suivre ses instructions, Clara souleva le bébé du berceau avec la confiance douce d'une femme née pour nourrir. Les pleurs commencèrent à s'apaiser presque immédiatement, comme si l'enfant sentait que des mains compétentes étaient enfin arrivées. Là, doux garçon, murmura-t-elle, commençant le balancement lent et rythmé qui avait calmé d'innombrables bébés avant lui. Personne ne veut d'une grosse fille, n'est-ce pas? Mais quand les petits pleurent, quand ils ont besoin de quelqu'un qui sait réparer ce qui est cassé, eh bien, soudain, personne ne se soucie plus d'être joli, n'est-ce pas? Les pleurs du bébé s'estompèrent en gémissements, puis en respiration douce et saccadée d'épuisement, pour enfin céder à la confiance. Et dans la cuisine, Samuel Crawford se surprit à bouger plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des jours, poussé par le premier espoir réel qu'il avait ressenti depuis que son fils était tombé malade. Dehors, le vent du Wyoming murmurait à travers l'herbe comme une promesse, et Clara Whitmore entamait le travail délicat de prouver que parfois les plus indésirés pouvaient devenir exactement ce dont on avait le plus besoin. En une heure, la maison de la ferme Crawford avait été transformée du chaos en quelque chose qui ressemblait à l'ordre. Clara se déplaçait dans les pièces comme un ouragan doux, ses mains capables apportant de l'organisation aux restes épars des tentatives désespérées de Samuel en matière de garde d'enfants. Le bébé, petit Thomas où elle avait appris son nom, dormait paisiblement dans son berceau pour la première fois en 3 jours, sa fièvre tombée, sa respiration facile et naturelle. Samuel se tenait dans l'embrasure de la porte, observant son travail, émerveillé par l'efficacité avec laquelle elle avait rendu sa cuisine fonctionnelle à nouveau. Elle avait préparé un thé faible au fenouil qui avait calmé l'estomac de Thomas, utilisé des compresses fraîches de la manière précise pour faire baisser la fièvre sans choquer son système, et réussi à nettoyer et organiser tout en se déplaçant avec la grâce discrète de quelqu'un qui comprenait que la paix était aussi importante que la médecine pour guérir. « Comment saviez-vous » demanda-t-il enfin, sa voix encore rauque des 3 nuits sans sommeil. Le docteur disait que ça pouvait être une pneumonie. Peut-être quelque chose de pire. Mais vous avez regardé une fois et... Clara sourit, essuyant ses mains sur un torchon propre. Le docteur Peterson est un bon homme, j'en suis sûr. Mais c'est un célibataire qui n'a jamais passé une nuit à arpenter le plancher avec un bébé coliqueux. Parfois, l'apprentissage livresque ne remplace pas le genre de connaissance qui vient de s'occuper réellement d'enfants jour après jour. Elle se déplaça pour vérifier Thomas une fois de plus, son toucher léger comme une plume alors qu'elle confirmait que sa température était normale. « Votre épouse » dit Clara doucement. « Elle est morte en couche. » Le visage de Samuel se crispa, mais il hocha la tête. Complication. Le bébé est venu tôt. Et Hélène, elle était si petite, si délicate. Le docteur a dit qu'il n'y avait rien que quiconque aurait pu faire. Il s'arrêta, perdu dans des souvenirs trop douloureux pour être exprimés. Vous faites cela seul depuis combien de temps? La voix de Clara ne portait aucun jugement, seulement l'évaluation pratique de quelqu'un qui calculait l'ampleur d'un problème. 8 mois. Madame Hendricks aidait au début, et certaines femmes du voisinage, mais elles ont toutes leur propre famille, leurs propres soucis. Et Thomas, il a été fragile dès le départ. Prématuré, vous savez. Le docteur disait qu'il pourrait ne pas survivre à son premier hiver. Les bébés naissent si tôt souvent. Absurde, l'interrompit Clara fermement. Les bébés prématurés ont besoin de soins supplémentaires. C'est vrai. Mais ils sont souvent plus forts que quiconque ne leur accorde de crédit. Ils doivent l'être. Ils se battent dès leur premier souffle. Elle se tourna du berceau pour faire face à Samuel directement. Votre fils ira très bien, monsieur Crawford. Mais il a besoin de constance, d'une nutrition appropriée, et de quelqu'un qui comprend les soins aux nourrissons. La question est de savoir si vous êtes prêt à laisser quelqu'un comme moi fournir ces soins. Samuel l'étudia, voyant pour la première fois la force qui se cachait sous son extérieur sans prétention. Clara Whitmore n'était pas la jeune et jolie mariée qu'il avait imaginée quand il avait passé son annonce pour une gouvernante. Elle était quelque chose de bien plus précieux, une femme qui savait exactement qui elle était et ce qu'elle pouvait faire, qui ne perdait pas de temps en fausse modestie ou en excuses inutiles pour son apparence. La vérité est, dit Samuel lentement, que je ne peux pas payer beaucoup. La ferme a du mal, et avec les dépenses médicales et le coût d'embaucher de l'aide de la ville. Il gesticula impuissant vers l'épreuve de ses contraintes financières visibles dans chaque coin de la modeste maison. L'expression de Clara ne changea pas, la vérité est, monsieur Crawford, que je n'ai nulle part ailleurs où aller. Le poste pour lequel je suis venu était pourvu avant mon arrivée, et mes économies sont presque épuisées.
Alors peut-être pouvons-nous nous entraider. J'ai besoin d'un endroit où rester et d'un travail qui a du sens. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut s'occuper de votre fils et gérer votre foyer. La question n'est pas d'argent. C'est de savoir si vous pouvez accepter l'aide de quelqu'un qui ne correspond pas à vos attentes. Avant que Samuel ne puisse répondre, le bruit de sabots approchant interrompit leur conversation. Par la fenêtre de la cuisine, ils virent 3 cavaliers s'approcher de la maison. Des hommes bien habillés sur de bons chevaux, le genre qui chevauchait avec la confiance de ceux qui possédaient tout ce qu'ils regardaient. Le visage de Samuel s'assombrit. Zut, je ne les attendais pas aujourd'hui. Qui sont-ils? Demanda Clara, notant la tension qui avait soudain rempli le corps de Samuel. Des hommes d'affaires locaux menés par Marcus Thornfield. Ils possèdent la banque, le magasin général, et environ la moitié des terres de pâturage du comté. Ils me pressent de vendre la ferme. On fait ce qu'ils appellent une offre généreuse après la mort d'Hélène. La voix de Samuel portait l'amertume d'un homme qui savait exactement à quel point de telles offres étaient généreuses. Les cavaliers descendirent avec l'autorité nonchalante d'hommes qui se considéraient bienvenus partout. Marcus Thornfield était exactement ce que Clara avait attendu. Bien nourri, habillé avec raffinement, avec la confiance lisse de quelqu'un qui n'avait jamais entendu non. Ses compagnons étaient taillés dans le même tissu. Des hommes prospères qui voyaient le monde comme une série d'acquisitions en attente. Thornfield frappa une fois à la porte avant de la pousser sans attendre de permission. Crawford, j'espère que vous ne nous en voulez pas de passer à l'improviste. Nous étions dans le quartier et avons pensé vérifier comment vous alliez, vous et le garçon. On a entendu en ville qu'il y avait une maladie qui circulait. Son regard balaya la pièce, prenant en compte les preuves de l'organisation de Clara, le silence paisible là où le chaos avait régné ce matin-là, et enfin se posant sur Clara elle-même. Son expression changea subtilement, le rejet automatique de quelqu'un qui ne méritait pas d'être pris au sérieux. Et qui cela pourrait-il être? Demanda Thornfield, son ton portant la condescendance particulière réservée aux domestiques. Voici mademoiselle Whitmore, dit Samuel prudemment. Elle aide avec Thomas et le foyer. Ah, vous avez enfin engagé une aide convenable, n'est-ce pas? Le sourire de Thornfield était tranchant comme une lame. Bien que je doive dire, Crawford, si vous embauchez des domestiques, cela suggère que vous n'êtes pas aussi prêt à accepter notre offre que les circonstances ne l'indiqueraient. Les éleveurs en difficulté n'élargissent généralement pas leur personnel. Clara ressentit l'insulte comme un coup physique, mais elle avait appris depuis longtemps à s'armer contre une telle cruauté nonchalante. Au lieu de cela, elle s'avança avec la dignité discrète de quelqu'un qui refusait d'être diminué par la mesquinerie des autres. En réalité, messieurs, dit-elle calmement, je ne suis pas une aide embauchée. Je suis ici en tant que partenaire dans l'entreprise de Monsieur Crawford, contribuant mes compétences en échange d'une part dans le succès futur de la ferme. Le mensonge vint facilement, mais il portait le son de la vérité dans sa livraison confiante. Les sourcils de Thornfield se haussèrent, et ses compagnons échangèrent des regards qui en disaient long sur leur opinion d'une entreprise qui prendrait une telle femme comme partenaire. Je vois. Eh bien, mademoiselle Whitmore, j'espère que Crawford vous a expliqué les défis auxquels cette propriété particulière fait face, la sécheresse, la dette, le déclin général de la productivité. Peut-être que votre partenariat inclut une évaluation des réalités financières. Clara sourit, sa voix restant parfaitement agréable. Oh, j'ai évalué pas mal de choses, monsieur Thornfield. Par exemple, j'ai évalué que les bébés en bonne santé et les foyers bien gérés ont tendance à prospérer indépendamment des revers temporaires. J'ai aussi évalué que les hommes qui doivent voyager en groupe pour faire pression sur des voisins en difficulté ne sont peut-être pas aussi confiants dans leur position qu'ils le paraissent. La température dans la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Le sourire de Thornfield devint prédateur, mais avant qu'il ne puisse répondre, Thomas se réveilla de sa sieste et commença à gazouiller. Pas les pleurs désespérés du matin, mais les sons normaux d'un bébé en bonne santé qui voulait de l'attention. Clara se déplaça immédiatement vers le berceau, soulevant Thomas avec une facilité pratiquée. Le bébé se blottit contre son épaule avec le contentement d'un enfant qui se sentait complètement en sécurité. Le contraste entre cette scène paisible et le chaos que Thornfield avait manifestement attendu à trouver ne fut perdu pour personne dans la pièce. Remarquable, dit Thornfield sèchement. Le garçon semble significativement mieux que la dernière fois que nous avons visité. Votre partenariat semble avoir des bénéfices immédiats, Crawford. Peut-être avons-nous été prématurés dans nos inquiétudes sur votre capacité à maintenir cette propriété. Samuel se redressa,
quelque chose dans sa posture changeant alors qu'il regardait Clara bercer son fils avec une confiance sans effort. Peut-être l'étiez-vous, Marcus, et peut-être les rumeurs sur le déclin de cette ferme ont-elles été grandement exagérées. Tandis que les hommes d'affaires prenaient congé avec considérablement moins de panache qu'à leur arrivée, Samuel se surprit à regarder Clara Whitmore avec de nouveaux yeux. Elle s'était comportée avec dignité sous pression, avait protégé son orgueil sans sacrifier le sien, et avait clairement indiqué que la ferme Crawford n'était plus l'entreprise désespérée d'un homme en échec, mais un partenariat avec quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle valait. C'était. Merci, dit Samuel doucement après que les cavaliers eurent disparu au loin. Clara haussa les épaules, tenant toujours Thomas, qui s'était rendormi contre son épaule. Personne ne veut d'une grosse fille pour épouse, monsieur Crawford. Mais parfois, ils découvrent qu'ils ont besoin d'une femme forte pour partenaire. La question est de savoir si vous êtes prêt à rendre ce partenariat réel au lieu d'une simple fiction commode. Samuel regarda son fils, paisible et en bonne santé dans les bras de cette femme. Puis sa cuisine, organisée et fonctionnelle pour la première fois depuis la mort d'Hélène. Puis enfin Clara elle-même. Ordinaire, pratique, intransigeante, et absolument inestimable. Je pense, dit-il lentement, que nous devrions discuter des termes. La nouvelle de l'arrivée de Clara Whitmore à la ferme Crawford se répandit à travers Millfield comme un feu de prairie dans l'herbe sèche. Le dimanche matin, quand les cloches de l'église résonnèrent à travers la vallée, chaque personne dans les bancs avait entendu une version de l'histoire, la plupart portant peu de ressemblance avec la vérité. Clara s'y attendait. Les petites villes se nourrissaient de commérages comme le bétail de l'herbe, et une femme comme elle fournissait une nourriture particulièrement riche pour le moulin à rumeurs. Elle s'habilla soigneusement pour sa première apparition au service du dimanche, choisissant sa meilleure robe, une laine verte profonde bien faite, sinon à la mode, qui lui allait correctement sans s'excuser de sa taille. Elle avait appris depuis longtemps que la confiance était la seule armure qui comptait face au jugement public, et elle la portait comme une reine se préparant pour la cour. Samuel avait été silencieux pendant le trajet jusqu'en ville, Thomas dormant paisiblement dans les bras de Clara. Le bébé avait prospéré dans les semaines depuis son arrivée, sa couleur saine, son appétit fort, son tempérament transformé de l'enfant fragile et pleurnichard qu'elle avait rencontré pour la première fois. Le changement était si dramatique que même Samuel semblait émerveillé, observant son fils avec l'émerveillement d'un homme à qui l'on avait rendu quelque chose qu'il pensait perdu pour toujours. « Vous n'êtes pas obligé de faire cela, » dit Samuel alors qu'ils approchaient de l'église. Les petites villes peuvent être cruelles avec les étrangers, surtout les femmes qui ne correspondent pas à leurs attentes. Clara sourit, ajustant la couverture de Thomas. Monsieur Crawford, j'ai assisté à des services religieux dans des camps de mineurs où la congrégation était surpassée en nombre par les armes dans la pièce. Je pense que je peux gérer l'église congrégationaliste de Millfield. Mais alors qu'ils franchissaient les portes de l'église, Clara pouvait sentir le poids de chaque regard, entendre l'inspiration brusque, les conversations chuchotées qui mouraient abruptement à leur passage. Elle savait que ce serait ainsi. Le choc de voir Samuel Crawford avec une femme, le calcul de sa valeur, le jugement immédiat qu'elle était trop grosse, trop ordinaire, trop manifestement désespérée pour mériter le respect. Ils prirent un banc près du milieu de l'église, Clara installant Thomas contre son épaule avec l'aisance d'une longue pratique. Le bébé fut un ange parfait, dormant paisiblement pendant l'hymne d'ouverture, mais Clara pouvait sentir les yeux sur eux comme une pression physique. Elle garda son propre regard fixé devant, son expression sereine, refusant de donner au commère la satisfaction de voir son malaise. Le révérend Maurice était un homme bon qui prêchait avec une compassion authentique, mais même lui semblait quelque peu déconcerté par la situation inhabituelle dans sa congrégation. Son sermon sur la charité et l'acceptation chrétienne semblait pointu d'une manière qui rendait Clara à la fois reconnaissante et légèrement embarrassée. Elle n'avait pas besoin de plaidoyer spécial. Elle avait juste besoin qu'on la laisse tranquille pour faire son travail et vivre sa vie. Après le service, le véritable ordeal commença. Les marches de l'église devinrent un gantelet de politesse forcée et de curiosité à peine voilée. Madame Henderson, l'épouse du maire et arbitre social officieuse de Millfield, s'approcha avec le sourire prédateur d'une femme flairant le scandale. « Samuel, cher, comme c'est merveilleux de vous voir sortir. Et le petit Thomas semble tellement mieux. Vous devez nous présenter votre amie. Voici mademoiselle Clara Whitmore, dit Samuel formellement. Elle aide avec Thomas et la gestion du foyer. Comme c'est pratique, dit madame Henderson, son regard balayant Clara avec l'évaluation d'un marchand de chevaux examinant du bétail. Et d'où venez-vous à l'origine, mademoiselle Whitmore? Nous aimons connaître les nouveaux venus dans notre petite communauté.
De Philadelphie à l'origine, répondit Clara calmement. Bien que j'ai travaillé dans divers foyers à travers les territoires ces dernières années. Le mot travailler plana dans l'air comme une confession. Dans le monde de Madame Henderson, les femmes décentes ne travaillaient pas. Elles se mariaient et étaient pourvues. Une femme qui travaillait pour vivre était automatiquement suspecte. Et une femme qui ressemblait à Clara doublement. Comme c'est intéressant, dit Madame Henderson, son ton suggérant que c'était tout sauf. Et vous séjournez à la ferme Crawford? Cela doit être cosy. L'implication était claire, et Clara sentit sa colère monter malgré ses efforts pour rester calme. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une nouvelle voix coupa à travers la tension. Puis-je dire, Mademoiselle Whitmore, que Thomas semble absolument florissant. Je ne crois pas avoir jamais vu une telle transformation dans la santé d'un enfant. L'orateur était le docteur Peterson, qui était revenu de Cheyenne la veille et avait entendu parler de la récupération miraculeuse de son ancien patient. C'était un homme dans la soixantaine avec l'autorité qui venait d'être le seul médecin dans un rayon de 80 km. Son opinion portait un poids que même Madame Henderson ne pouvait écarter. J'étais assez inquiet pour le garçon quand je suis parti de la ville. Les nourrissons prématurés luttent souvent durant leur première année, et Thomas avait été particulièrement délicat. Quel que soit le soin que vous avez fourni, Mademoiselle Whitmore, il a été remarquablement efficace. Clara inclina la tête avec grâce. Merci, docteur. J'ai une expérience considérable des soins aux nourrissons, et Thomas est un enfant fort qui avait simplement besoin du bon type d'attention. En effet, Samuel, vous avez beaucoup de chance d'avoir trouvé une aide si compétente. J'imagine que Madame Crawford aurait été profondément reconnaissante de savoir que son fils était entre de si bonnes mains. La mention d'Hélène Crawford changea subte.